RDC. Merci beaucoup, Joseph. Donc, vous êtes à l'est de la RDC, c'est ça? Oui, je suis à l'est de la RDC, dans la province de l'Ituri. D'accord. Et vous travaillez dans quel domaine? Vous êtes Je, médecin? tra- je suis médecin spécialiste en santé publique et je travaille comme assistant technique qualité des projets santé publique. D'accord. Merci beaucoup d'être connecté depuis la RDC. Nous avons également une pensée pour vous. Vraiment, on espère que tous ces troubles vont se calmer, surtout en cette fin d'année, hein, pour qu'on puisse célébrer la nouvelle année en famille et dans la paix. Merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y Merci, a madame. Dr Christiane Johnson Agboton qui est connecté. Bonjour, Dr Christiane. Merci d'être avec nous. Vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro, si vous le souhaitez aussi. Je vois aussi qu'il y a Fatoumata Bintou Jong. Bonjour, Fatoumata. Voilà. Juste le micro et un petit bonjour et merci encore. À bientôt. On écoute. Merci beaucoup, Dr Christiane. Euh, je vois aussi qu'il y a Amabel Inès Ouadio. Bonjour, Ama. Votre micro est fermé. Bonjour, Mamata, bonjour. Ama, vous pouvez vous présenter à la communauté? oui, je m'appelle Kwadio Amabel Inès. Je suis chargée de la surveillance épidémiologique au district sanitaire d'Ara dans la région du Moronou en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Ama. Merci d'être avec nous. Ndeye Anta Dramé, bonjour. Bonjour, Ndeye Anta. Bonjour professeur, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Biologiste, je suis à Touba dans une clinique privée. Je Merci. gère le labo, merci. Merci beaucoup, Ndeye Anta, d'être là. Ah, nous avons aussi Shirley Evariste. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Chérie Evaris, biologiste médicale, ravie d'être parmi vous. Merci. Merci beaucoup. On a aussi Fali Diagne. On voit une jolie photo de profil. Bonjour, Monsieur Diagne. Bonjour, professeur. Je m'appelle Fali Diagne. Je suis à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, où je suis chargé de la direction de la cellule pour l'égalité, l'inclusion sociale et l'équité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a, il y a notre invité qui se réjouit de vous voir. Merci, Fali, d'être avec nous. Je pense qu'il faut aussi qu'on commence à donner la parole un peu aux hommes, même Ouais. si cette plateforme, Les HIF aussi. voilà, on l'avait commencé, mais je crois que quand on parle de genre, peut-être Maïmouna va revenir là-dessus. Voilà, il faut être inclusif. C'est hommes, c'est femmes, c'est tout le monde. On a tous besoin de se renforcer. C'est l'intérêt de cette plateforme sur l'équité de genre et le leadership. Et Mais bon, oui, je voulais allez-y. s'il vous plaît aussi remercier Madame Beyssine Diop, qui est la coordinatrice nationale des cellules genre au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui nous a envoyé le lien. Donc, moi, c'est ma première fois. Donc, merci à elle et à vous tous. Merci beaucoup. Il est très engagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Alors, il est déjà 13h12, 13 minutes. Maïmouna, aujourd'hui, on a une session un peu particulière aussi sur l'exercice du pouvoir. On a la chance de recevoir, vous allez voir, hein, qui Dr Aram Ndiaye Ndoye, qui est de la faculté des sciences juridiques et politiques. Je vais lui donner la parole tout à l'heure, mais peut-être un mot. Maïmouna va d'abord se présenter puisque ces sessions, on les fait avec elle. Coach Maïmouna Diop, vous avez la parole.
Merci beaucoup, professeur Ali Matou. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'opportunité que j'ai d'être là. Alors, voilà, mon nom, Maïmouna Diop. Donc, je suis ingénieure chimiste de base. Ensuite, je me suis spécialisée dans le management de la qualité. J'ai travaillé longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar. Et suite au management de la qualité, je me suis orientée vers tout ce qui est développement professionnel personnel, le coaching. Et j'ai ouvert mon cabinet Humanity Progress en 2013, donc cela fait maintenant 12 ans. Et nous avons eu à travailler avec beaucoup d'organisations, aussi bien nationales qu'internationales. Donc voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Maïmouna. Maïmouna est cette personne formidable sans qui ces formations ne pourraient pas se faire. Alors moi, je vous entends plus, professeur Alimatou. Je ne sais pas si les autres vous entendent. Non, effectivement, on n'entend plus le professeur. On n'entend plus. Professeur Alimatou, on vous entend plus. Je ne sais pas si ça a dû à un problème de connexion, peut-être. Je vais l'appeler. Voilà. Non, 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 C'est bon? C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Hein? Oui, c'est bon, professeur Oui, Alimatou. professeur, on vous attend. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on va sans plus tarder présenter l'agenda de cette session. Donc, Célina, si tu peux partager l'agenda. Je vois qu'il y a Dr. Aimé Faye qui est là. Merci beaucoup, Fatouma Tassi. Donc voilà, aujourd'hui, notre session porte sur l'exercice du pouvoir et comme vous pouvez le voir, femme leader, femme de pouvoir, avec Dr. Aram Ndoye Gaye.
qui est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques, coordonnatrice de la cellule genre de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et chef de division équité et égalité de genre. Euh, Comme je disais tantôt, ces sessions, c'est avec Madame Maïmouna Diop, coach certifié en développement personnel et professionnel, et moi-même qui suis enseignante-chercheur au niveau de la faculté de médecine. Diapositive. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, hein, donc l'agenda, c'est presque toujours la même chose. Donc après ces quelques salam alek, on va donner la parole à Maïmouna qui va introduire un peu la thématique. Puis on va donner la parole, alors c'est pas professeur Rokhaya Diagne, c'est docteur Aram Ndoye Gaye qui va donc faire un témoignage. Ensuite, il y aura des échanges qui vont se faire. Puis, on va revenir à Maïmouna qui va nous faire sa présentation un peu plus didactique. Diapositive. Voilà, donc les règles, hein, c'est qu'on demande de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder la vidéo allumée autant que possible, hein. Voilà, je sais que certains sont en train de faire autre chose, mais si possible de garder la vidéo allumée, ça nous permet d'avoir l'impression qu'on est tous dans la même salle. Euh, Aussi, on va essayer tous d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez vraiment poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez faire dans le chat ou lever la main, tout simplement, ou utiliser les fonctions de lever de main de Zoom. Diapositive. Voilà, si vous avez un problème technique aussi, on a le chat qui est là. Vous pouvez envoyer un message. Notre équipe technique se fera un plaisir de vous aider. Alors, cette session, comme toutes les sessions écho, elle est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Diapo. Alors, il est possible d'obtenir un certificat de participation, mais il faut que, dans ce cas, que vous soyez enregistré sur la plateforme. Et pour ça, il faut que vous vous inscriviez en utilisant le lien. Donc, les données qu'on collecte peuvent être utilisées juste pour informer ce que nous faisons, mais de façon vraiment totalement anonyme. Diapo. Voilà, vous avez notre QR code que vous pouvez partager autour de vous pour voilà, qu'on puisse agrandir notre communauté. Merci beaucoup, Seydina. Nous allons donc sans plus tarder donner la parole à Coach Maïmouna. Coach Maïmouna, vous avez la parole. Merci, professeur Alimatou. Alors, je vais juste faire une très brève introduction et puis je reviendrai après donc dans la deuxième partie du programme. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand professeur Alimatou m'a envoyé le thème femme leader, femme de pouvoir, je ne savais pas trop comment l'aborder, ce thème. Et finalement, je me suis dit, ben, peut-être c'est l'occasion vraiment d'aborder cette thématique sous l'angle du genre. D'autant plus qu'on a l'honneur d'avoir docteur Aram Doy, qui est donc chef de la cellule genre. Et quand on parle de genre, bien entendu, on va parler donc de la nature même de la femme, ce qui fait qu'une femme est une femme. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement quels sont les atouts naturels euh, dont dispose la femme et comment est-ce qu'elle pourrait utiliser ces atouts-là au service de son leadership. Et ce qui m'a amené justement à revoir une ancienne présentation qu'on avait eu à faire il y a longtemps, il y a plus de 3 ans, sur le pouvoir du cycle féminin. Alors c'est vrai que le cycle féminin, c'est quelque chose d'un peu tabou, dont on ne parle pas beaucoup, ou alors on en parle sous d'autres perspectives. Mais c'est toujours un sujet passionnant. Alors bien entendu, quand on parle de l'être humain est extrêmement complexe, la femme d'autant plus qui est porteuse de vie, et il faut le prendre avec beaucoup de recul aussi. Mais ça permet aussi de se connecter à une perspective différente.
de la perspective habituelle où on présente le genre. Donc, je ne vais pas trop m'attarder maintenant sur ce sujet, mais je vais le développer dans la seconde partie du programme. Et sans plus tarder, donc je vais redonner la parole à professeur Alimatou et je reviendrai pour élaborer enfin entrer plus en profondeur dans ce sujet lors de la deuxième partie du programme. Merci, professeur Alimatou. Votre micro est fermé. Donc, voilà, donc je disais merci pour cette introduction sur la thématique de l'exercice du pouvoir, thématique qui est vraiment très intéressante, qu'on avait déjà abordée, hein. Je pense qu'on l'avait abordée au mois de juillet avec professeur Mireille du Togo. Aujourd'hui, on a une autre collègue qui va en parler. Il s'agit de professeur Aram Gaïndoy. Je vais la laisser à nouveau se présenter et puis on va partager donc sa présentation. Donc, Merci. voilà. Merci, professeur Alimatou. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Donc, je m'appelle Anne Breguet. Je suis enseignante-chercheur au département de droit public de l'Université Cheikh Anta Diop. De l'Université Cheikh Anta Diop. J'ai été aussi secrétaire générale de ma section, la section SAES-FJP. J'ai été 2 fois aussi membre du bureau exécutif national du SAES, le BEN. Je suis coordonnatrice de la cellule genre de l'UCAD, vous l'avez déjà dit. Je suis aussi point focal genre de l'UCAD à la cellule genre du MESRI, donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Je suis présidente d'honneur de la COFULEF que j'ai dirigée, la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin. Je suis aussi secrétaire générale de l'Alliance des femmes leaders sénégalaises, AFELES. Je suis membre du cadre de concertation aussi pour la promotion des droits de la femme. Alors, On va projeter la présentation. Oui. D'accord. Seydina, tu peux partager l'écran. Donc, c'est bon. Voilà. L'objectif aujourd'hui de cette séance sera de nous renforcer mutuellement, en fait. Ce sera une séance d'échange. Donc, à travers un partage d'expérience que je vais faire avec vous, on va viser l'objectif d'amener toutes les femmes. Vous allez comprendre pourquoi je dis toutes les femmes dans mon enseignement. Il y a un problème de son à mon niveau, hein. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres. Oui, professeur, c'est pareil, je n'entends rien. Merci. On n'entend rien.
On- Allô, tu vois? Là, ça passe. Est-ce que vous... On va reprendre à partir de... Allô, vous entendez? Est-ce que vous nous recevez? Oui, Oui. Oui, Oui. on vous entend. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons devoir revenir sur le contexte. En fait, on était en train de parler du contexte, le contexte global, universel, qui nous renvoie à un monde en proie à des crises multiformes, sociales, économiques, politiques, idéologiques, environnementales. Vous percevez tous les effets et les impacts des changements climatiques dans votre quotidien. Au plan régional, l'Afrique vit toutes ces situations avec plus d'acuité, donc compte tenu de la jeunesse de sa population et de la non-transformation principalement de ses ressources, une économie extravertie. Donc, au plan sous-régional, aussi zone Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO, qui était l'organisation représentative, donc selon le traité d'Abuja de 1981, qui divisait l'Afrique en 5 zones. Et aujourd'hui, nous avons connu une fronde, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de l'Alliance des États du Sahel qui sont sortis de la CEDEAO, notamment le Mali, le Burkina et la Guinée. Donc, avec un certain risque sécuritaire qu'il faudrait noter à ce niveau. Le Sénégal, donc au plan national, est un pays en voie de développement, avec 75% de jeunes de moins de 35 ans et une légère domination de la gente féminine, autour de 52%, selon l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, l'ANSD, avec donc un faible niveau d'industrialisation. Vous voyez que ce tableau est très sombre, mais ce tableau sombre-là est heureusement illuminé par l'engagement, la détermination et le leadership des femmes, qui transforment souvent les défis en opportunités, dans les foyers comme dans les institutions privées et publiques. Donc, ainsi, le rôle éminemment important des femmes dans la survie de nos communautés, pour ne pas dire de l'humanité, est à saluer. Donc, ceci montre toute la pertinence de cette thématique, femmes leaders, femmes de pouvoir. Définition de femme leader. En tant que juriste, on procède toujours aux définitions pour qu'on ait la même acception des concepts. Donc, une femme qui influence, décide, participe à la décision, inspire et agit pour le bien commun, c'est une femme leader. Femme de pouvoir. Une femme qui a pleinement conscience de sa valeur et exerce une autorité légitime fondée sur la compétence, la vision et l'éthique est une femme de pouvoir. Ce pouvoir pouvant s'exercer au niveau familial, communautaire, au niveau des institutions privées comme des institutions publiques. Donc, tous les éléments de définition montrent clairement que la femme a naturellement le pouvoir, qu'elle tient de son intelligence, surtout émotionnelle, de sa capacité de résilience et de son engagement pour sa famille, sa communauté et voire son pays. Donc, ces éléments de définition larges
vont inclure les femmes au foyer, parce que, à mon sens, la femme qui, par ses intelligences, ses réseaux, ses tontines, fait bouillir la marmite, règle les factures, paye la scolarité des enfants, soigne les malades, et c'est une femme leader. On parle beaucoup aujourd'hui du travail non rémunéré. Donc, elle est une femme leader. Et bravo à toutes les femmes qui vont joindre toutes ces tâches-là au travail et même à l'exercice du pouvoir au plan institutionnel public. Donc, les hommes, souvent, appellent leurs femmes en cas de difficulté et ont souvent leur digaine, comme on l'appelle ici, pour se confier quand il y a des problèmes. Donc, c'est dans l'espace public, généralement, c'est ce que nous constatons. C'est dans l'espace public qu'il y a des réticences. Mais au niveau des espaces familiaux, tout le monde sait le rôle important, éminemment important que jouent les femmes dans la prise de décision. Mais néanmoins, on ne peut que constater qu'il y a des réticences dans l'espace public. Donc, le pouvoir de la moitié de la population doit être saisi à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité, car il est important, il est un important levier de transformation économique, sociale et politique. La femme ayant naturellement un leadership transformationnel. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle de leadership, qui remonte un peu de la cité, quand j'étais étudiante, à la cité Claudel, donc où j'ai été déléguée de couloir, et j'ai participé à la célèbre marche pour la mixité de la cité universitaire. La situation des visites était dégradante pour les étudiantes. Toutes celles de ma génération qui ont fait la cité peuvent en témoigner. C'était tout le temps une foule immense à l'entrée, sous le manguier, comme on disait. Et c'était pénible de devoir traverser toute cette foule pour voir qui c'est qui est venu voir. Donc, c'était vraiment humiliant et dégradant. Et on avait entamé cette grande marche, cette mythique marche de la cité à la direction du coude. Donc, c'est le lieu de rendre hommage aux Amazones de la coordination des étudiants de Dakar, la CED, qui nous ont coachés, les Kadeza Sabali, les Noumou Sahan, Betiba, Fatou Sidibé et les autres, qui ont beaucoup contribué au développement de l'espace universitaire en ce moment. Donc, au campus pédagogique également, j'ai été souvent déléguée d'amphi de ma promotion, donc pour porter les revendications, négocier avec l'administration et les enseignants, chercheurs, et chercher aussi des aides pour la promotion à la mairie de Dakar. Parce qu'avant, il n'y avait pas de bourse de troisième cycle. On était sélectionné à partir des résultats de la licence et de la maîtrise, mais il n'y avait pas de bourse de troisième cycle. Donc, on devait toujours aller vers la mairie pour avoir des aides. Donc, c'est le lieu de renouveler notre reconnaissance au maire de Dakar, Feu Mamadou Diop, Diop le maire, qui nous enseignait d'ailleurs les finances locales et qui nous soutenait sous forme d'aide chaque année. Donc, d'ailleurs, on lui avait rendu hommage à la faculté sous le magistère du professeur Mamadou Badji. Le LEJPO, que je coordonne, lui a rendu hommage, où tous les peintres du Cap-Vert étaient présents et toutes les autorités coutumières. Donc, après une belle expérience au cabinet de Maître Malick Sall, j'ai ouvert mon propre cabinet. Donc, j'ai une expérience d'entrepreneur. Ramaya Consult. Et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, donc en étant en grossesse ou en ayant un enfant dans les bras, faisant mes formalités dans les aéroports. Des fois, même, j'étais obligée de le porter au dos parce que je n'avais pas le choix. Donc, je cherchais un nounou toujours avant de partir. Mon deuxième enfant, d'ailleurs, a fêté son premier anniversaire à Boubou Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, où d'ailleurs j'ai retrouvé Dr Noumou Sahan qui était avec nous à l'UCAD, à la coordination des étudiantes de Dakar. Donc, l'une des Amazones que j'ai citées plus haut. J'ai fait aussi, j'ai été à la FSJP, j'ai fait 2 mandats. J'ai été EG de la section FSJP et j'ai fait 2 mandats au bureau exécutif
du SAES. Donc, ce que j'ai pu constater tout à fait au début, quand je suis venue à la FSJP, c'est que la situation des stagiaires, autant à la FSJP, à la faculté des sciences juridiques et politiques, et à la faculté des sciences et de gestion, FASEC, il y avait une situation alarmante et précaire pour les assistants. Donc, et cette situation pouvait durer des décennies. Donc, j'ai fait part à certains de mes collègues de ma volonté de voir cette situation changer. Et la plupart, beaucoup, m'ont dissuadé en me disant que c'est un rêve qui n'est pas réalisable. Parce que même le syndicat va s'y opposer, parce que les collègues qui sont au syndicat sont dans le système. Plein de pensées négatives pour me décourager, mais cela ne m'a pas découragée. Au contraire, j'ai eu à mesurer l'ampleur de la situation et comprendre que la lutte allait être rude. Mais il fallait mener cette lutte-là, parce que ce n'était que justice. Et c'était d'ailleurs pour le bien de l'institution. Vous allez voir après pourquoi. Donc le temps peut-être ne nous permettra pas de nous épancher sur cet épisode très captivant de la lutte pour la titularisation des assistants, mais c'est un épisode qui nous a permis de mettre en exergue beaucoup d'outils de communication, d'organisation et de leadership pour convaincre, faire du plaidoyer, convaincre déjà les enseignants qui ne croyaient pas, nos collègues, et convaincre les autorités pour que cette situation puisse changer. Et finalement, on a eu de bons résultats parce que 2 arrêtés ont été pris par l'autorité rectorale et cela a eu un impact positif sur la fuite des cerveaux qui était tant relayée au niveau de l'information, de l'actualité en ce moment. Et même le président Abdoulaye Wade en avait fait son cheval de bataille. Et donc, sur la carrière des enseignants-chercheurs aussi, ça a été vraiment bénéfique. Beaucoup de ces collègues ont pu atteindre aujourd'hui le top académique. Donc, au bureau exécutif national, l'impact du leadership féminin dans les organisations syndicales. Au bureau exécutif national, donc du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, nous n'avons jamais été plus que 2. En 2007, il n'y avait pas de femmes d'ailleurs. En 2010, c'était 2 femmes, 2013, 2 femmes, et en 2016, ITEP. Aujourd'hui, je crois qu'on a une seule femme dans ce bureau exécutif national. Mais attention, hein, un seul moustique peut vous empêcher de dormir. Parce que il ne faut jamais se dire que je suis minorisée. Il n'y a pas beaucoup de femmes que je vais me décourager. Il faut toujours croire en nous, à notre capacité de faire bouger les choses. Et donc, malgré que notre représentativité qui était faible, on a pu faire d'excellents résultats. D'excellents résultats. Comme disait notre cher collègue et ami, camarade syndical, Mme Tcherno, quand les hommes sont entre eux, la violence prend des fois rapidement le dessus en cas de divergence d'opinion. Donc, il nous disait souvent, je vous admire parce que vous humanisez cette organisation-là. Votre présence change les choses et c'est important. Alors, une organisation, on organisait aussi des rencontres communautaires. Pour exemple, on a pu organiser une fête des fins d'année qui est restée dans le calendrier, dans l'agenda du SAES d'ailleurs. Et les parents étaient contents de venir avec leurs enfants, ce qui fait de belles rencontres entre collègues. Et c'est important pour l'institution. On a pu constituer aussi une banque de données pour les enfants des collègues disparus avec des temps forts. Comment c'est venu cette banque de données? En fait, quand je suis venue, je voyais souvent des femmes qui passaient pour demander des aides, des femmes de collègues disparus. Mais il n'y avait pas de traitement institutionnel de ces demandes-là. Alors, j'ai eu l'idée qu'il fallait, parce qu'il y a d'autres femmes qui ne connaissent pas l'existence ou la possibilité d'avoir des aides au SAES, et qui sont dans des difficultés, qui sont des veuves de collègues disparus. Donc, il fallait constituer une banque de données pour essayer de les aider
faire ça de manière vraiment institutionnelle. Et ça a été un peu compliqué parce que ce n'est pas évident au niveau des rectorats d'avoir des informations des collègues disparus, mais j'ai pu remonter au niveau des UFR, Bambey, Saint-Louis, partout. J'essaie de demander, après avoir recueilli les collègues qui sont disparus, leur nom, je demande leurs amis. Et à travers ces amis-là, je remonte pour voir, pour avoir l'adresse de la veuve et pouvoir donc atteindre les enfants. Et c'était des moments très, très émouvants. Sur l'impact toujours du leadership dans les organisations syndicales, il y a eu une innovation majeure dans l'organisation des élections au SAES, donc de l'élection du secrétaire national. Avant, puisque c'était un petit nombre d'enseignements, bon, on ne jugeait pas nécessaire d'écouter les candidats. Tout ce qu'on faisait, c'est de faire campagne, ou bien on ne fait même pas campagne des fois parce qu'il y a un seul candidat et on les lit et puis c'est tout. Et en 2010, les élections étaient très serrées. On avait deux candidats avec deux camps très, très serrés. Après avoir fait le tour des sections, je me suis dit, il n'y a que les speeches qui vont pouvoir départager les candidats. Et je suis allée proposer ça au niveau du comité de régulation. Ils ont accepté. Et ça a été vraiment, depuis lors, une innovation que le SAES continue à faire. Mon expérience dans la cellule genre. Dans la cellule genre, on a énormément de dossiers qu'on ne peut pas rendre public. Non, non. Parce que ça, il faut le dire, il y a des cas de harcèlement qui souvent sont portés à notre connaissance, mais on traite tout cela dans le sutura, comme on dit, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre à nu ni les collègues ni l'institution. On a juste besoin de rétablir l'ordre. C'est tout. Si l'ordre est rétabli, pourquoi faire du bruit? Mais il y a eu quand même, on a joué un grand rôle dans la pacification de l'espace universitaire. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est dans cette cellule-là, c'est la capacité des femmes à désamorcer des bombes. Ah oui, 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 oui. C'est le lieu de rendre hommage à feu professeur Kourakat, qui, avec nous, faisait un travail extraordinaire. Que Dieu ait pitié de son âme, qu'elle repose dans le paradis Firdaus. Donc, elle disait souvent, mais il faut qu'on fasse des renforcements de capacité en médiation et règlement des conflits. Et je lui disais, mais attends, on réussit nos missions, non, on n'a pas le temps, passons à autre chose. Et c'est vraiment bien. Donc, il y a aussi une chose importante qui m'a beaucoup marquée, c'est l'audace institutionnelle, l'audace et l'engagement d'une autorité rectorale qui a eu à saisir la brigade des mœurs pour une affaire d'harcèlement sexuel. Parce qu'au début, on a essayé de régler la situation, d'avoir des informations, mais c'était difficile. Et je lui ai dit, puisque en tant que juriste, c'est spontané, quoi. Je dis, recteur, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aller saisir la police. Sans conviction, parce que vous n'avez jamais vu l'autorité pousser plus loin une affaire d'harcèlement. Sans conviction, il m'a dit, bon, je vais réfléchir. Après, il a dit, oui, 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 oui. Dites-moi, c'est quelle police? Je dis, si vous saisissez point E, peut-être ça va être un peu lent, mais il y a la brigade des mœurs qui peut s'occuper de l'affaire et nous donner une enquête vraiment objective. Ce qu'il a fait, et on a pu dénicher toute la réalité, et heureusement, ce prédateur-là n'a pas été recruté. Heureusement, il n'était pas encore recruté. Il était vacataire pendant longtemps et son arrêté était sur la table du recteur. Mais il y a eu des plaintes, heureusement. Et des plaintes qui venaient même des étudiantes du Gabon, pour vous dire que le mal était un peu profond. Alors, pour ce qui est des harcèlements d'ailleurs, nous sommes en train de faire des formations pour promouvoir la Convention 190 de l'OIT, donc de l'Organisation internationale du travail sur le harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Les difficultés rencontrées, de façon générale, comme tout leader, homme ou femme,
Ce n'est pas facile de diriger des gens, ce n'est pas facile de diriger des organisations. Mais bon, il faut toujours un engagement. De façon générale, quoi, il faut savoir encaisser les reproches, avoir un esprit assez ouvert pour ne pas insister sur certains détails. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. Je disais souvent à Kourou, quand elle était présidente de la COFULEP, il faut faire ce qu'on appelle en Wolof du Fénotel. Je ne trouve même pas le mot en français. Du Fénotel. Il faut juste aller à l'essentiel, quoi, si on peut dire ça comme ça. Car ce n'est pas parce que vous faites des sacrifices pour la communauté que vous devez attendre une vive félicitation de tout le monde. Ce n'est pas aussi évident. Donc, heureux est le leader qui n'attend rien du tout, qui se fait plaisir en servant sa communauté, c'est tout. Et cela s'appelle le militantisme. Et évidemment, il y a aussi la conciliation vie privée, vie publique. C'est assez difficile des fois, c'est des rôles difficiles à gérer ensemble. Être au foyer parce qu'il faut s'occuper de sa famille, de ses enfants, travailler, faire du militantisme, ce n'est pas toujours évident. C'est des arbitrages en fait, très rudes à faire, mais il ne faut jamais se dire que c'est perdu d'avance. Il faut toujours dire que je vais y arriver et on finit par y arriver. Il y a aussi toutes ces questions liées aux stéréotypes sexistes, du genre, qu'est-ce qu'une femme fait dans le syndicat au milieu des hommes, et des propres collègues des fois qui vont vous dire, pour vous décourager, pour que vous leur laissez faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui, ça c'est fini. On passe à l'autre. Oui. Donc, pour les leçons apprises, il faut communiquer, une bonne communication. Quel que soit ce que vous faites pour la communauté, si la communauté n'est pas informée, n'en est pas informée, il y a un problème. Donc, il faut toujours privilégier la bonne communication. Une démarche participative aussi, il faut impliquer tout le monde. Le troisième point de leçon, c'est la transparence. Qu'on puisse savoir ce que vous êtes en train de faire et comment vous le faites, avec qui. Ce serait toujours une excellente chose. Alors, la conclusion que je vais faire est la suivante, que rien ni personne ne vous retienne, chères femmes. Vous avez le pouvoir, il faut juste assumer votre leadership en toute intelligence. C'est le message que je veux donner à toutes les femmes. Le leadership féminin est évidemment un levier de développement durable. En avant tout, quoi, je vais dire, ça c'est le titre d'un ouvrage de Sheryl Sandberg, publié par Nouveau Horizon en mai 2013, que je vous recommande vivement. Donc, former des leaders, des femmes leaders, c'est bâtir une société juste, équitable et durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Je pense que je n'ai pas utilisé beaucoup de temps. C'est bon. C'est bon, on est dans les temps. Merci beaucoup, Dr Aram, pour cette très belle présentation. Je ne sais pas si vous voyez les applaudissements, les cœurs. Dr Christiane dit c'est une excellente présentation, très riche, présentée avec beaucoup d'humilité. Elle a même insisté sur le être moustique parfois, hein? C'est important. Donc, merci beaucoup, Dr Aram, pour ce beau partage. Je pense que vous êtes allé très vite sur certains aspects. Oui. Quand on vous regarde comme ça, on n'imagine pas qu'il y a tout ce vécu derrière vous. Délégué, mais vous avez commencé très tôt. Ouais. Vous avez commencé déjà en étant étudiante, ensuite dans le cadre de votre carrière professionnelle et aujourd'hui dans le syndicat, le SAES. Et je crois que c'est tout ça qui vous a conduit à être responsable de la cellule genre au niveau de l'UCAD. Maïmouna, je pense qu'une personnalité très intéressante, très engagée, comme l'a dit Dr Christiane, on sent qu'il y a beaucoup d'humilité. On ne voit pas tout le travail forcément qui est fait pour aboutir à ces résultats.
être une ou deux femmes dans un syndicat d'hommes, le SAES, je peux vous dire que c'est l'aile dure. Hein, c'est comme le Likoud ici au Sénégal. Hein, c'est vraiment l'aile dure des syndicats des enseignants. C'est pas du tout évident. Mais on voit que aussi c'est une femme qui a un cœur en or, un cœur engagé pour, en tout cas, aider les parents, venir en aide aux parents des défunts hein, qui étaient à l'université. Mais surtout, moi j'ai bien aimé l'une de ses phrases, se faire du plaisir en servant sa communauté. Je crois que ça veut tout dire. Ça veut dire que ça montre qu'il y a une générosité derrière tout ça. Maïmouna, est-ce que tu as un commentaire avant qu'on ouvre les débats avec les participants, avec les membres de la communauté? Oui, en fait, je m'associe hein, vraiment aux félicitations parce que je trouve que ce témoignage est tellement inspirant et motivant pour toutes les femmes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a utilisé le mot leadership transformationnel. Et on voit vraiment dans le parcours qu'elle a eu, comment elle est arrivée à transformer toutes des situations de crise, en fait, en de véritables opportunités et à mettre de la valeur ajoutée partout où elle est passée. Donc vraiment, bravo, bravo pour ce témoignage, c'est extrêmement inspirant. Merci beaucoup, Maïmouna. Alors, maintenant, la communauté, chers participants, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus? Moi, j'en ai une question, Dr. Aram, par rapport à, vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas rentré dans les détails, mais j'imagine que le combat de la titularisation des assistants ne devait pas être chose aisée. Comment est-ce que vous êtes arrivé à impulser ce changement de paradigme au niveau de la faculté, au niveau de l'université d'une façon générale, parce que c'est parti de la faculté des sciences et après, toute l'université, ça s'est généralisé. Tout à fait, c'est parti de la faculté des sciences juridiques et ça s'est généralisé à l'UQAT et même dans les autres universités. Les nouvelles universités qui étaient là, surtout les Bambey, Ziguinchor, ça. En fait, mon expérience de travailleur faisait que je ne supportais pas cette situation. Parce que moi, avant de venir à l'université, pour travailler à l'université, j'ai travaillé au cabinet de maître Sall, Malik Sall, puisque je suis spécialisée en droit des affaires maritimes aussi. C'est lui qui gère tous les amateurs. Donc, j'ai travaillé là-bas et j'ai été très bien traitée. Après, j'ai fait mon propre cabinet, Ramea Consul. Et ensuite, j'ai fait les organismes internationaux où on nous traitait énormément. Déjà, le traitement, il y a pas photo à l'université. Vous étiez bien payé, bien traité. En voyageant, on payait même les DSA pour votre enfant. Donc, vous avez l'enfant qui peut toucher énormément d'argent par jour. Donc, je suis venue à l'université par amour pour l'enseignement. Mais aussi, il faut qu'on me donne, il faut que cet amour pour l'enseignement soit intact. Si je suis maltraitée, je ne suis pas sûre que je vais survivre. Absolument. Donc, tout de suite, je me suis dit, mais attends, quelle est cette situation d'assistance stagiaire là? Il faut qu'on en parle quand même. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Mais les gens n'y croient pas. Si je vous dis que lors du deuxième arrêté, il y a un de mes camarades avec qui j'ai fait la maîtrise qui, comme il n'y croyait pas, n'avait même pas accepté de me donner son dossier. Quand je ramassais, parce que j'ai tenu à ramasser, il faut battre le fer quand tu l'échoues. Hein. Si je devais laisser le soin à l'administration, peut-être il y aurait eu des problèmes. Mais j'ai fait le tour des collègues pour ramasser les dossiers que j'avais demandé qu'ils constituent et aller remettre ça à l'autre rectorat. Mais lui, il m'a dit, non, je n'y crois pas. De toute façon, Adam, tu perds ton temps. Il dit, mais quoi, ça ne va pas, non? On va avoir l'arrêté. Non, je n'y crois pas. Et c'est le deuxième arrêté qui a pu le titulariser. C'est moi qui n'y croyais pas. Et au début, déjà, au sein même du système, parce que démolir un système, ce n'est pas facile. Ceux qui vous combattent sont dans le système. Quand j'affiche au tableau du SAES, quand je fais une affiche, ben, tout de suite, on l'enlève. Je dis, mais attends, qui c'est qui m'enlève les affiches? Je ne pouvais pas savoir. Mais j'avais une autre idée de communiquer, c'est de rester à la salle des profs
je passais tout mon temps à la salle des profs jusqu'à la descente pour prendre les mails de tout ce qui passe. Parce qu'avant, c'était le début de la digitalisation. Donc, je passe mon temps, quand je n'ai pas cours, je reste à la salle des profs, je lis mes ouvrages et j'attends que quelqu'un vienne. Collègue, je voudrais ton mail, je prends le mail. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un mailing list de tous les collègues pratiquement. Et un beau jour, celui que je pensais me faire la guerre nous a trouvés à la salle des profs et on était en train de, la salle était bondée, on était en train de tenir une AG. Il était tellement surpris. J'ai dit, ben oui, il y a l'Internet, hein. On n'a pas que les affiches. Mais maintenant, je ne vais plus faire d'affiches, je vais faire des informations par mail. Et pour vous dire que même le SAS Bureau national, au début, était réticent, mais nous, on s'est dit, il faut y aller. Il faut franchement y aller. Soit, il faut que ça bouge, quoi, parce que même l'institution devait en souffrir. Et on a demandé à voir le recteur qui dit non, moi je reçois le SAS Bureau national. Et comme nous étions très jeunes et très motivés, on s'est dit d'accord, donc on va arrêter les TTD. Et quand les TTD arrêtent, le système arrête. Les assistants ne sont pas représentatifs, entre guillemets, mais ils peuvent Il faut paralyser le système. Ils peuvent paralyser le système. Et après, tout le monde nous avait appelés, les anciens, tout le monde, mais on a dit, il faut nous aider à finir ce combat qu'on a commencé et on ne compte pas revenir en arrière. On a été très déterminés, très perspicaces et le professeur Souran leur avait dit, je vous avais déjà dit qu'il fallait les titulariser. C'est ça qu'il avait dit, paix à son âme. Il avait dit, je vous l'avais dit, mais il faut les titulariser pour qu'ils restent. Sinon, il faut aller chercher ailleurs. Absolument. Voilà. Donc, c'était un combat difficile, mais avec des dessous vraiment intéressants. Merci beaucoup, Dr. Aram. Je pense que c'est ce petit partage aussi, en tout cas, on arrive à lire un peu entre les lignes, on comprend la personnalité de la personne. Elle ne lâche rien, hein, c'est la persévérance, mais aussi avec une grande intelligence. Vous savez que vous êtes dans un endroit qui ne vous est pas forcément favorable, et bien vous essayez de contourner. Ouais. Et ça, je pense que c'est la finesse, hein, l'intelligence féminine. En tout cas, merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat. Pierre dit, ma question est de savoir comment est-ce que vous arrivez à allier votre vie de femme leader, femme de pouvoir et la vie en famille? Est-ce que l'une n'entrave pas l'autre? Comme j'ai dit, c'est des arbitrages. Hein. Des fois, c'est extrêmement difficile. Quand vous n'avez pas de bonne, on se réveille, parce que j'ai des enfants aussi. Je me suis réveillée maintes fois à 5h, 4h du matin, voire 4h, pour faire le repas, avant de venir à la fac. Et cela ne m'empêche pas de convoquer une réunion entre midi et 2. Donc, c'est compliqué des fois. C'est très compliqué. Des fois aussi, on se lève le matin, un des enfants est malade, il faut lui administrer quelque chose, attendre que ça réagisse et partir. On ne peut pas se dire qu'on a des enfants, on ne travaille pas. C'est ça que je disais l'autre jour à une dame pour qui je cherchais du travail. Elle m'a dit oui, mais maintenant, puisque les enfants, je dis quoi? Tu vas continuer à être dans des difficultés. Hein? Ça, c'est pas un prétexte en fait. La vie professionnelle ne doit pas nous empêcher d'avoir une vie familiale. Comme disait Marie-Angèle, qui a fait sa thèse sur l'approche genre, la carrière des enseignants sur l'approche genre, il y a un horloge biologique qu'il faut respecter. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut essayer de trouver le juste milieu entre les deux, et même 3 vies des fois. C'est difficile, mais il faut de la concentration, de l'arbitrage. Il y a des moments où telle vie va prendre le dessus, d'autres non, c'est ça. On ne peut pas dire qu'on va privilégier forcément la famille, ni privilégier forcément le travail. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que
cette réponse, elle parle à beaucoup des collègues qui sont ici connectés. Je sais que la situation du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest n'est pas la même partout. Au Sénégal surtout, une femme, elle doit assumer pleinement son rôle de femme au foyer. Elle est mariée à la belle famille, hein, aux belles-mères, aux beaux-frères. C'est extrêmement prenant. Et malgré tout, il faut quand même avoir sa vie professionnelle parce que c'est avec ça aussi qu'on se réalise. C'est important. Et je pense que votre témoignage, ce que vous venez de dire, ça parle à beaucoup de femmes qui sont ici connectées. Et moi, il y a une scène que j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Maîtresse d'un homme marié. Pour celles qui aiment les séries, moi, la première scène où on voit Djalika le matin avec son bébé, et la bonne qui ne vient pas, elle doit partir. Je veux dire, on a tous vécu ça. Et c'est d'autant plus, comment dire, en tout cas, pas heureux, mais ça montre tout le sacrifice auquel vraiment les femmes qui travaillent aujourd'hui, elles sont confrontées. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi, au bout d'un certain moment, les femmes, Maïmouna, elles s'arrêtent. Hein? Elles ne veulent plus avancer. Elles ne veulent plus de responsabilité parce que, voilà, elles se disent, je risque peut-être de mettre en difficulté mon mariage. Donc, je pense que Dr Aram a abordé aujourd'hui des thématiques qui sont vraiment extrêmement intéressantes et qui nous parlent à nous tous. Il y a aussi Marine Ndiaye qui dit merci beaucoup pour ce partage. Vous relatez ce beau parcours au service de la femme avec une humilité déconcertante. Félicitations. Merci. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Diagne, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous voyez comment une vie de femme enseignant, chercheur peut être très compliquée? Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Fali Diagne. Le micro est fermé. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi, oui, je suis toujours avec vous. Oui. Et je voudrais d'abord remercier Madame Gaï, ça m'a calmé. Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc, j'ai bien écouté, apprécié son courage, son endurance. Et pratiquement, c'est ce que nous voyons, nous qui sommes au niveau des universités, surtout avec les femmes chercheuses. Elles sont pratiquement, généralement très braves. Et ça se lie aussi au niveau, entre guillemets, bas. Par exemple, actuellement, on a tendance à voir un surpassement ou un surclassement des étudiantes au niveau des universités qui surclassent les étudiants. Hein, pratiquement, c'est la tendance. Donc, cette année, à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, on a fêté la première fois la journée d'excellence. Et pour les étudiants, pour les lauréats, il y a plus de lauréates que de lauréats, suivant les filières, suivant les années. L1, L2, L3, master et doctorat, il y a plus sur 20 lauréats, pratiquement les 14 ou les 13 étaient des étudiantes. Et nous avons vécu aussi, nous n'avons pas des mamans enseignantes chercheuses, mais on a vécu dans les grandes familles et on a vu comment nos mamans se débrouillaient le matin de très bonne heure pour nous préparer, surtout quand lorsqu'on était à l'école primaire, pour nous préparer le petit déjeuner et ensuite revenir à la maison à midi, les voir aussi terminer très tôt, à midi le déjeuner. Ouais. Et on les voyait aussi se démener dans toutes les autres activités. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est le quotidien peut-être des femmes, la bravoure,
et tout. En tout cas que nous apprécions parce que nous aussi, moi personnellement, je suis marié. Donc, je vois comme ça aussi mes femmes. J'ai deux femmes aussi. Donc, toutes les deux aussi travaillent. La première, elle est au CERAS de l'ISRA. Elle est ingénieure en génotypage et elle gère aussi le laboratoire de génotypage. Elle est aussi praticienne. Donc, la deuxième, elle travaille dans une assurance santé. Donc, elles font comme l'a dit Madame Gaï, les femmes chercheuses. Tôt le matin, elles s'occupent des enfants. Donc, avant d'aller travailler, et les préparer. Ensuite, le soir aussi, des fois, quand la bonne n'est pas là, c'est elle qui prépare le dîner. Et nous les voyons en tout cas se démener. Et là aussi, nous devons aussi, nous les hommes, prendre conscience de cela. C'est vrai que nous ne sommes pas éduqués comme les Européens où les tâches sont partagées, mais de temps à autre, peut-être les appuyer sur la gestion de la maison, faire de petites activités, etc., etc. Donc, en tout cas, moi, je voulais vraiment féliciter toutes les femmes de ce que nous voyons, de ce qu'elles sont en train de faire au quotidien et les encourager. Maintenant, bon, je voudrais aussi, dans le cadre de nos activités, je suis membre d'un projet, Elevate qui promeut les femmes chercheuses. Le projet Elevate est financé par l'Union européenne. Et au Sénégal, nous avons 4 universités qui en font partie. Il y a l'université de Thiès, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'UAM et l'UCN de Kaolack. Donc, dans le cadre de nos activités, nous avons pu étudier un peu les problèmes, les entraves dont les femmes chercheuses sont un peu confrontées. Je sais que dans le groupe, j'ai vu la présence, je ne sais pas est-ce qu'elle est dans la réunion, donc de notre project manager, professeur Fat Bountouchar de l'Université de Thiès. Donc, je ne sais pas aussi, est-ce que si professeur, la coordinatrice nationale de la cellule genre du MESRI, Mme Dessine Diop, pourrait peut-être demander soit à l'ALE qui est à ULAM ou à professeur Fat Bintou pour qu'on puisse avoir une petite présentation un jour dans le cadre de ces séances-là pour présenter les résultats qu'on a obtenus dans le cadre des enquêtes qu'on a fait au niveau de Dakar, du moins au niveau de ces 4 universités-là, pour étudier, évaluer les difficultés, les problèmes dont sont confrontées les femmes chercheuses et les perspectives. Je voulais aussi remercier Mme Gaï parce que il y a, je pense, de cela 2 ans ou 3 ans, la COFILEF avait travaillé sur une étude pour voir les cas de vulnérabilité des étudiants dans l'espace universitaire. Et là, moi, j'avais été désigné par la COFILEF pour diriger les travaux pour 30 étudiantes dans le campus, de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Et vraiment, le jour de la présentation, c'était, je pense, à l'école normale. Donc, dans ces travaux-là, on a compris qu'il y avait beaucoup de problèmes dont sont confrontés surtout les étudiantes. Donc, des conditions, des problèmes sociaux, des problèmes d'insertion, des problèmes d'accueil, des problèmes d'économie. Certaines étudiantes ne sont pas boursières, d'autres, les parents n'ont pas les moyens pour gérer, etc., etc. Et ces cas de vulnérabilité-là les exposent à des chantages, à des discriminations, à des exploitations, excusez-moi du terme abus sexuels, etc., etc. Bon, donc, pourquoi je remercie la COFILEF? C'est après cette étude-là que moi, personnellement, que j'ai compris les problèmes et les enjeux dont sont confrontés les étudiantes. Et lorsqu'on m'a confié la cellule pour l'égalité, l'inclusion sociale et l'équité,
ça fait même pas 1 an et demi, mais dans ces 1 an et demi, j'ai pu proposer au recteur de mettre en place une plateforme qu'on a dénommée AR, AR-UIDT. Le A, les 2 A, c'est pour lutter contre les abus et actes répréhensibles dans l'espace universitaire. Et cette plateforme-là est une plateforme numérique, donc dans laquelle le mis en cause ou le plaignant, excusez-moi, peut entrer dans la plateforme, soit en anonymat, soit pas d'anonymat, expliquer l'état ou la cause, etc., de la plainte, etc. Et cette plainte-là est suivie parce que nous avons mis en place un observatoire et les conditions de confidentialité, les chartes de confidentialité, les fiches d'engagement, etc. Donc, cela aussi, au-delà de la COFILEF, nous a été facilité par, je pense que ceux qui sont dans les universités actuellement savent que, excusez-moi, dans le CDP, au niveau du Sénégal, les contrats de performance, il y a un volet genre et sauvegarde environnementale. Donc, c'est le moment, je ne sais pas, est-ce que tout le monde est impliqué dans les CDP? Quand je dis tout le monde, c'est nous qui gérons aujourd'hui dans les universités les volets équité, genre, inclusion, etc. En tout cas, il y a un volet important dans le nouveau contrat de performance qui gère le volet genre et sauvegarde environnementale. Et là-bas aussi, nous avons une dame au niveau du comité central du CDP qui s'appelle Madame Bour. Donc, elle est tellement dynamique et appuie vraiment toutes les initiatives qui se font dans les unités de gestion, des CDP et qui promeut un peu la gestion des questions liées au genre, au VBG, aux harcèlements, etc. Donc, Madame la Présidente, c'est Oui, ce que je voulais dire et il y a vraiment féliciter. Oui, Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Il y a merci beaucoup. énormément à dire, effectivement, par rapport à la vulnérabilité des femmes, par rapport à tout ce qui tourne autour des violences basées sur le genre. Peut-être qu'il faudrait qu'on utilise aussi cette plateforme pour organiser peut-être carrément un webinaire voilà, en tout cas un autre espace d'échange. Malheureusement, on est pris par le temps. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais prendre après votre contact parce que je me rends compte que vous avez cité toutes les universités sauf l'UQAD. Hein? Donc, il faudrait que nous aussi, qu'on puisse intégrer tous ces projets qui, effectivement, peuvent être très contributifs. Je vais quand même donner rapidement la parole parce que la main est levée à Dr. Christiane Agboton, puis à Amel, avant d'en venir à Maïmouna. Dr. Christiane, très rapidement, on est prise par le Oui, temps. merci beaucoup. Oui, j'ai bien compris. Je voulais à nouveau vous remercier la présentatrice. Elle a parlé de Kourokan de la COFILEF, qui était une grande amie qui venait souvent aux activités que j'organisais. Mais je notais plusieurs choses. Elle est point focal genre. Elle a commencé, elle s'est engagée très tôt. Elle nous a dit en début de présentation que le Sénégal, c'était 75% de jeunes, 52% de femmes. Et je voulais lui demander, est-ce que ce qui l'a poussée, la motivation qui l'a amenée, elle, à s'engager et à vraiment être leader féminin, est-ce qu'elle sent ça au niveau des jeunes femmes? Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être fait? Voilà, merci. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question. Ama, allez-y. Ama Belle Inès Kouadio. Vous avez la parole. Oui, professeur, merci beaucoup, professeur. Merci pour votre présentation. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport à toutes ces femmes leaders dans leur famille, leaders dans leur communauté, qui voudraient vraiment être épanouies dans leur travail, mais qui, avec toutes ces difficultés qu'elles rencontrent, déjà que maintenant, c'est difficile maintenant d'avoir des nounous. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire comme ça, au niveau des nounous, des servantes, c'est devenu très difficile. Et donc, elles ont du mal vraiment à pouvoir concilier et le travail et la famille. C'est vraiment pas facile. Donc, on n'a pas d'accompagnement au niveau du gouvernement. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, comment aider toutes ces femmes-là qui veulent bien travailler, mais vu les situations familiales, les contraintes familiales,
contraintes familiales, elles ont du mal. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question, une dernière dans le chat, Fatima Tassi, qui demande où est-ce que vous avez puisé toute cette force et ce courage? Hein, elle voudrait savoir, est-ce que les germes du leadership, c'est vraiment déjà au niveau familial ou qu'est-ce qui, voilà, comment, parce qu'on sent quand même que c'est pas quelque chose, voilà, c'est comme si c'était quelque chose qui est en vous depuis très longtemps, parce que votre parcours démontre que vous êtes vraiment dans l'engagement. Aussi, peut-être si vous pouvez définir, c'est quoi le COFILEP pour les autres? La COFILEF, c'est la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin. C'est une association qui regroupe toutes les femmes qui sont dans les universités publiques du Sénégal et a été mise en place. L'instigatrice principale est la professeure Kouro Kane, que j'ai citée tout à l'heure. Paix à son nom. Donc, c'est Kouro qui l'a dirigée en premier, ensuite moi. Maintenant, c'est entre les mains d'une collègue de la FASTEF, Mariam Al-Fassi. Oui. Merci beaucoup, professeur Agboton. Je peux passer aux réponses. Allez-y. Professeur, docteur Agboton, on se connaît, peut-être, on ne reconnaît pas aujourd'hui. On se connaît très bien. On est ensemble au REPESCO et peut-être dans d'autres organisations. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que le militantisme n'intéresse pas trop les jeunes. Dommage. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour que la chaîne s'arrête? Je ne sais pas. Mais c'est un peu compliqué. Parce que peut-être qu'il manque de patience aussi, qu'il manque d'engagement, de don de soi. Mais quand même, il y a des jeunes le peu de jeunes qui s'intéressent au militantisme, nous essayons au niveau d'organisations comme l'Alliance des femmes leaders, Sursaut citoyen, de les intéresser, de les mettre dans les comités scientifiques. Parce que tout ce que nous le faisons pour eux, en fait. Nous le faisons pour les générations futures. Donc, il faut que ces jeunes-là soient conscients de cette situation-là. Merci beaucoup, docteur. C'est gentil. Alors, les femmes leaders et la question de la gestion de la vie familiale et de la vie publique, de travail, c'est extrêmement difficile de plus en plus partout. C'est pourquoi on a cette trouvaille-là, les crèches au niveau des entreprises. Ça règle énormément de problèmes. Au niveau déjà de la fac de lettres, parce qu'à l'UQAD, on a demandé à avoir une crèche depuis lors, mais ce n'est pas encore fait. Mais la fac de lettres aujourd'hui a fait une belle expérience de crèche, de fortune comme ça, et ce sont les enseignants-chercheurs qui se relaient pour surveiller les bébés. Parce qu'il faut que ces filles-là fassent leur examen. Ça, c'est de l'engagement qu'il faut souligner avec les Aïssatou, et celle qui est secrétaire générale de la section, Aminata Aïdara. Ils font un travail extrêmement important aujourd'hui pour permettre aux filles qui sont dans leur faculté de pouvoir faire les examens. Donc, vous vous inscrivez et juste, on va planifier et se relayer pour surveiller les enfants. Donc, la crèche. Fatoumata, merci beaucoup. Comment je fais? Je crois que j'ai... Les gènes du militantisme. J'ai ma grand-mère, en fait. J'ai grandi en voyant ma grand-mère faire du militantisme. Elle a été maire de la coordination PS de Pékin. Donc, tous les députés, les Kabirou, les Alinsan, tous ces grands leaders-là défilaient chez moi. C'est peut-être là que j'ai vu. Et je l'ai vu aussi faire de la solidarité. Et en le temps, c'était une forme de solidarité qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle les télévisions, on appelle tout le monde pour montrer ce que nous allons donner aux plus pauvres. Eux, ce qu'elles faisaient, au moment de convoquer la réunion, elles mettaient l'information qu'il y a quelqu'un qui a perdu son emploi, il faudrait l'aider. Et à chaque fois que ça devait se produire, les gens vont venir à la réunion avec leur argent. Avant, il y avait ce qu'on appelle le doucement dans toutes les familles, tu vois. Parce que les entreprises donnaient le ravitaillement aux travailleurs. Donc, les gens vont venir avec leur sucre, leur riz, leur argent, en tout cas, tout ce dont un foyer a besoin pour survivre.
Et on venait déposer ça chez nous. Après la réunion, elle ne s'occupait pas de ça, hein. Elle attend 2, 3 heures après, de sedd, comme on dit. Vraiment, quand il n'y a personne dans les rues, elle va se charger à des gens de gros bras, leur demander d'aller déposer tout ce qui a été récolté dans la maison de la personne. Et même nous qui sommes dans la maison, on ne peut pas savoir dans quelle maison on va déposer les vivres. On ne peut pas savoir. Et c'est une forme de solidarité qui donne toute la dignité à la personne. Ce qui fait que le temps de trouver du travail, mais la personne ne va pas avoir honte. Elle n'a pas honte. Personne ne sait celui qui a perdu son travail. Personne ne sait ce qui a été fait. Personne ne sait ce qui a donné telle chose ou telle chose. C'est une forme de solidarité à revisiter. Parce qu'il faudrait aider, mais dans la dignité aussi. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a donné cette force-là. Ma mère, elle était engagée à instruire les femmes et tout. C'est vrai qu'elle était une vraie leader, hein. Elle faisait du travail d'enseignement coranique aussi. Mais au sein de son foyer, hein, le temps de continuer à préparer, les gens venaient prendre leur leçon. Ça, je m'en souviens. Mais ma grand-mère, la vraie battante, c'est elle. Paix à son âme. Paix à son âme. Merci beaucoup, Dr. Aram. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que beaucoup de choses ont été dites ici aujourd'hui qui nous interpellent, Dr. Maïmouna. Je pense qu'il faudrait peut-être que pour les sessions prochaines à venir, on pourrait aussi envisager de revisiter certains concepts. On a parlé de la vulnérabilité des femmes à travers des cas de harcèlement qui sont connus. Au Sénégal, on est beaucoup dans le sutura, on fait beaucoup dans... Hein, mais voilà, peut-être il y a tous ces éléments à revisiter. J'ai bien aimé aussi là où Dr. Aram a fini, comment aider sans que ce soit en fanfare, dans le sutura, dans la discrétion. Je pense qu'il y a toutes ces valeurs qui sont des valeurs très féminines, hein, un leadership qui ne date pas de maintenant. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est le fruit qu'on a ici aujourd'hui avec Dr. Aram. Maïmouna, aujourd'hui, alors on va mettre ça sur le compte du fait qu'on avait un problème de micro et tout, donc pas beaucoup de temps, mais on va quand même te donner la parole. Allez, je peux préciser. Oui, allez-y. Juste pour préciser que maintenant au SAES, pour remédier à ces problèmes que les familles d'écoles disparues ont, le SAES, en augmentant les check-offs, a introduit un contrat d'assurance qui permet à chaque disparition, on ne le souhaite pas, que l'assureur verse 5 millions tout de suite, hein, 5 millions sans attendre. Déjà, on sait que ça peut durer 1 an, les paperasses. Mais l'assureur, en attendant, va verser 5 millions à la famille pour permettre la continuité. Parce que souvent, on a eu à faire des quêtes pour payer des scolarités, etc., etc. Mais maintenant, heureusement, vive le SAES. Merci beaucoup. Vive le SAES, vive Dr. Aram pour son engagement. Comme on dit, chacune de ces activités, chacun des éléments dont on a parlé ici aurait pu faire l'objet d'une émission à part entière, d'une session de partage. Maïmouna, je te donne la parole. Oui, non, en fait, je pense qu'on a pu aborder vraiment presque, en tout cas, beaucoup de problématiques du genre, enfin, survoler, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pu vraiment aborder en profondeur. Et comme vous l'avez si bien dit, hein, je pense qu'il faut voir peut-être dans d'autres séances comment prendre les thématiques point par point et vraiment aller en profondeur, surtout la thématique de équilibre, hein, entre vie privée et vie professionnelle. Ouais. Moi, ma maman, elle avait une école préscolaire. Et donc, j'ai toujours été très imprégnée aussi dans ce qui se passait dans l'école. Et ce qu'on avait constaté, c'était qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants très, très jeunes, parce qu'il y avait aussi la crèche,
qui étaient un peu livrés à eux-mêmes, que les parents déposaient très tôt chaque matin et puis ils venaient les récupérer très tard. Et c'était vraiment des enfants qui étaient en manque d'affection et d'attention aussi. Et donc, c'est pour ça, c'est très délicat. C'est vrai qu'on est obligé de travailler, nous les femmes aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où c'est de plus en plus difficile pour un homme de pouvoir assumer la charge de toute une famille. Donc, il faut travailler aussi, et puis il faut aussi que la femme soit autonome, qu'elle puisse prendre des responsabilités. Mais d'un autre côté, il y a aussi les enfants qui sont notre avenir, et je pense qu'investir dans son enfant, c'est la plus grande richesse, hein. Donc, c'est comment arriver justement à cet équilibre-là. Et voilà, je pense qu'il y a plein de thématiques super intéressantes. Bon, la présentation que j'avais prévue pour aujourd'hui, là, on a déjà dépassé de 1 minute. Je ne pourrais pas la faire parce que j'ai moi-même un engagement dans une dizaine de minutes, donc ce sera trop serré. Mais en tout cas, je pense que voilà, on va voir avec professeur Ali Matou comment pouvoir aborder certaines thématiques et puis creuser justement dans cette dimension du genre qui est aussi une dimension extrêmement importante quand on parle de leadership. Voilà, professeur Ali Matou. Merci beaucoup, docteur Maïmouna. Je pense que c'est ça aussi qu'on recherche, hein, pas tout le temps que ce soit didactique. Ce qu'on veut, c'est le partage d'expérience. Et je pense que c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui avec docteur Aram Gaïndoy, qui nous a partagé un pan de sa vie de femme leader, de femme qui a eu à surmonter des difficultés, mais surtout de femmes engagées, hein. Et je crois que ce militantisme-là, c'est pour répondre un peu à Madame Kouadio. Je pense il faut que toutes, on soit engagés, parce qu'en réalité, personne ne réglera les problèmes à notre place. Il faut l'engagement, même si ce n'est pas pour les autres, mais tout d'abord pour soi-même, pour avoir un meilleur cadre, pour avoir un peu plus de respect. Je pense qu'il faut que cet engagement-là, qu'on le continue. Elle a donné l'exemple de la crèche, voilà, que les enseignantes ont mis en place au niveau de leur faculté. Je pense que c'est comme ça, petit à petit, en discutant, en essayant aussi de motiver les autres, qu'on va amener les hommes, parce que c'est aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est eux qui ont le pouvoir extérieur, ils n'ont pas le pouvoir à l'intérieur, hein, ça on est d'accord. Mais c'est eux qui, quelque part, ont mis en place ce système dans lequel on doit se mouvoir. Je crois qu'il faut absolument qu'on soit les unes avec les autres. On parle de solidarité, on parle de sororité. Il faut qu'on soit ensemble, nous les femmes, avec des hommes comme Monsieur Diagne qui nous accompagne. Bon, c'est un polygame, donc il a 2 femmes, donc il est bien. On fait tout pour lui. On abordera aussi la polygamie une autre fois. Monsieur Diagne, je n'ai rien contre vous, mais je veux dire, nous les femmes, honnêtement, c'est extrêmement difficile. Et je crois qu'il faut qu'on soit ensemble, mais il faut aussi qu'on s'engage parce que les problèmes ne se régleront pas comme ça. Voilà, donc je vais finir par ça. Il est 14h34. Je suis désolée pour les quelques soucis techniques qu'on a eus, mais l'échange avec Dr Aram, je crois, a été extrêmement intéressant. Ça nous parle à nous toutes. Voilà, je vois qu'il y a Monsieur Sen qui a levé la main. Ce sera peut-être la dernière intervention. Allez-y, Sidi. Oui, bonjour. Je suis vraiment très ravi, content de Dr Maïmouna Diop. L'intervention qu'elle a faite est exceptionnelle. Oui. C'est vrai qu'il faut bien maintenir l'avenir des enfants. Parce qu'on ne peut pas payer les femmes, mais c'est très important de considérer l'avenir des enfants. C'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sidi. Mais je veux dire, dans l'avenir des enfants, il ne faut pas tout laisser aux dames, hein? Il faut que les hommes s'engagent. Ce n'est pas seulement payer la scolarité, s'il vous plaît. Parce que nous, ce qui nous permet aussi d'être bien, c'est de pouvoir savoir qu'on peut être utile, pas seulement qu'à la maison. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui sont restés connectés pour cette très belle session. Il y a plein de... Voilà.
d'émoticônes. Voilà, je vais donner la parole à Dr Aram pour un dernier mot. Je remercie tout le monde, surtout les collègues, bien évidemment, toute la communauté, c'est ceux et celles qui sont là ou à l'étranger, mais surtout les membres de la société civile. Je vois tout l'intérêt que vous portez à cette séance et je crois qu'on va en faire une séance de formation où on va avoir une belle salle pour se parler, échanger mutuellement. Inch'Allah. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Maïmouna, dernier mot. Monsieur Sen, je vous vois. J'espère que ce n'est pas les femmes seulement qui doivent gérer les enfants. Hein. Oui, moi j'appuie, j'appuie vraiment ce que professeur Ali Matou dit parce que c'est vrai que bon, les hommes, bon, à l'époque ça pouvait se comprendre parce que les femmes elles étaient au foyer, elles travaillaient pas, donc l'homme c'est lui qui allait chercher à l'extérieur les revenus et la femme elle s'occupait du foyer. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué, les hommes sont bien contents d'avoir aussi des femmes qui peuvent les appuyer financièrement. Et donc, alors, il ne s'agit pas non plus de dire on doit faire les rôles égaux, etc. Non, non, c'est pas ça. Mais il faut vraiment, dans l'éducation des enfants, je pense que l'homme soit vraiment présent, que la femme soit vraiment présente. Et encore une fois, je le dis, la plus grande richesse qu'on a, ce sont nos enfants. C'est eux qui représentent l'avenir du pays même. Donc, investissons dans nos enfants de façon intelligente, de façon constructive, de façon complémentaire. La femme avec son énergie féminine, l'homme avec son énergie masculine. Voilà ce que je peux dire peut-être pour la fin. Merci, merci à tous, merci d'être restés connectés. Merci aux hommes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Sidi Sen, Monsieur Fali Diagne, je l'ai taquiné tout à l'heure, mais à tous ceux qui, voilà, Pierre, voilà, merci tous à tous. On est à la fin de l'année, on est à la fin de l'année 2025. Je pense que aujourd'hui, c'est notre dernière session pour cette année. J'en profite pour vous souhaiter à tous une d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année nouvelle 2026. Et on espère qu'en 2026, on pourra encore avoir d'autres espaces d'échange qui vont tous nous enrichir. Merci beaucoup et bonne fin de journée.